Bonsoir et bienvenue à notre webinaire sur le thème rhumatisme et sexualité. Je suis très heureuse de pouvoir faire la modération de ce webinaire. Mon nom est Valérie Kraft, je suis directrice de la Ligue suisse contre le rhumatisme et j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Friedman qui est notre oratrice ce soir. Avant de lui passer la parole, je vais juste vous donner encore quelques informations techniques. Si vous avez, votre micro est automatiquement sur mute, vous pouvez éteindre votre caméra, mais vous pouvez aussi la laisser comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Pour toute question, vous avez dans le Zoom une fonction chat où vous pouvez poser votre question par écrit et on aura l'occasion, dans une séance questions-réponses, de reprendre vos questions et d'y répondre. Nous enregistrons ce webinaire et il sera ensuite disponible sur notre site web pour qu'il puisse être revu en toute tranquillité et à votre convenance. Voilà, donc pour le programme, nous allons avoir donc la conférence d'Amandine Friedman et le thème du rhumatisme et de la sexualité. C'est un thème peut-être qu'on peut considérer un petit peu comme délicat, mais il me tient vraiment à cœur de discuter de ce thème pour aussi discuter de cet aspect pour les personnes qui sont atteintes de maladies rhumatismales ou de douleurs. Et j'ai vraiment le plaisir d'accueillir Amandine Friedman. Amandine est une experte, elle se présentera elle-même tout à l'heure. Et comme ça, elle pourra peut-être vraiment vous donner des conseils très pratiques pour améliorer votre qualité de vie. Merci beaucoup, Amandine, et je te passe la parole. Merci. Alors, je vais juste partager mon écran, hop, histoire d'avoir la présentation déjà prête. Est-ce que vous voyez bien la présentation? C'est parfait. Ok, Merci. super. Alors, donc, je m'appelle Amandine Friedman, je suis psychologue, psychothérapeute et sexologue clinicienne. Je travaille d'une part à mon compte en tant qu'indépendante dans le centre de sexologie et couple de la Côte, à Morges, et suis aussi en charge de la consultation spécialisée en sexologie du centre neuchâtelois de psychiatrie. Voilà. Donc, je vous remercie déjà de votre invitation pour discuter de ce sujet qui est sexualité, intimité et rhumatisme, euh, qui effectivement dans toute, j'ai envie de dire, dans toute affection corporelle qui soit, dans toute difficulté corporelle qui soit, des fois on met un petit peu de côté l'aspect sexualité, alors qu'en réalité, ça peut tout à fait être présent. Et puis ben voilà, j'espère qu'avec cette présentation, ça vous donnera quelques pistes pour continuer de faire vivre votre intimité, votre sexualité, malgré les difficultés que peuvent présenter les rhumatismes. Je dois juste... Voilà. Pour commencer, quelques définitions un petit peu. Donc, qu'est-ce que c'est que la sexualité? Qu'est-ce que c'est que l'érotisme? Donc, si on s'en réfère à l'Organisation mondiale de la santé, la sexualité, c'est l'aspect de la personne humaine, un aspect de la personne humaine qui comprend le sexe biologique, l'identité, les rôles sexuels, l'orientation, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. Elle est vécue et exprimée sous forme de pensées, fantasmes, désirs, croyances, attitudes, valeurs, comportements pratiques, rôles et relations. Et elle est influencée par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels. Ça fait beaucoup, cette grosse définition. Il donne aussi une définition de qu'est-ce que c'est la santé sexuelle. Donc la santé sexuelle, selon l'OMS, c'est l'état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité. La santé sexuelle, c'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité, et elle exige une approche positive et respectueuse de la relation et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences plaisantes, sécuritaires, sans coercition, discrimination et violence. Donc ça, c'est un petit peu les grandes, les grands mots pour définir un petit peu ce que c'est. Euh, pour l'érotisme, si on se penche un peu sur la définition du Larousse, c'est tout ce qui a caractère érotique de quelque chose ou de quelqu'un
et c'est une recherche psychologique et physiologique de l'attraction et de l'excitation sexuelle. Tout ce qui a en fait une valeur excitante. Donc ça, c'est les définitions qu'on nous donne, mais je dis toujours en fait dans ma pratique de la sexothérapie, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est la sexualité pour vous? Qu'est-ce que c'est l'érotisme pour vous? euh, Quelles sont leurs fonctions dans votre vie et quels sont les buts en fait de votre intimité, de votre érotisme. Est-ce qu'il y a des buts pour atteindre le plaisir, but de ressentir une fusion avec son partenaire, aimer ou être aimé, se sentir désirable. Il peut y avoir comme ça plein, ça peut avoir plein de fonctions, la sexualité, l'érotisme. Et c'est important en fait de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça représente pour soi, avant tout. Quelle place ça a pour soi, quelle place ça a dans notre identité, quelle place ça a dans notre vie, pour un petit peu mieux savoir où est-ce qu'on se situe là-dessus. Et aussi, qu'est-ce que c'est pour l'autre? Si on est en couple, si on est en relation, qu'est-ce que ça représente pour l'autre? Quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins? Et voir un petit peu comment ça coïncide ensemble. Parce que chacun, en fait, on verra, peut avoir sa vision. Et puis, une chose importante à noter, c'est que je reviens un peu sur la question de santé sexuelle. C'est vraiment, selon moi, un état de bien-être qui va impliquer en fait une attitude qui n'est pas rigide. Quelque chose qui peut être un peu souple pour pouvoir s'adapter aussi à la vie et aux différentes choses qui peuvent s'y passer. Et puis, ben, la sexualité, on peut avoir tendance à voir ça, l'évolution de notre sexualité, comme une courbe ascendante, quelque chose qui va monter comme ça au cours de la vie, qui devrait s'améliorer, puis qui devrait être stable. Alors qu'en réalité, la sexualité, moi, si je devais faire une courbe, c'est quelque chose de très sinueux. Il y a des hauts, des bas, il y a des moments milieux aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui va évoluer constamment au cours de la vie, notamment avec ben, en fait, tous les événements de notre vie et de notre parcours, et tout ça, ça va avoir un impact sur notre sexualité. Donc, au cours de notre vie, il peut y avoir plusieurs éléments qui peuvent justement, plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'évolution de notre sexualité, l'évolution, le vécu aussi de notre intimité. Euh, et puis, ben, un des facteurs qui peut influencer, c'est justement la maladie, les affections physiques, qui peuvent avoir donc des impacts à plusieurs niveaux. Là, j'ai donné quelques exemples comme justement les douleurs, les changements dans les sensations. Je viendrai un petit peu plus en détail après là-dessus. Désir, émotions, les traitements, tout ça, c'est des choses qui vont en fait, qui font partie, qui peuvent faire partie du vécu de la maladie et qui sont justement des éléments perturbateurs de la sexualité. Et puis, ben, il faut tenir compte aussi du fait que il peut y avoir en effet la maladie qui prend vraiment, qui commence à prendre toute la place quand un diagnostic est posé, quand la maladie évolue, et qui grignote un petit peu comme ça de la place sur celle qu'on donnait à la sexualité et à l'intimité. Et une question, c'est en fait comment redonner un petit peu de place à cette part-là de notre vie aussi. Donc, si on tient compte de la perturbation qu'amène une maladie, donc ça peut être une perturbation à plusieurs niveaux. On peut ressentir des douleurs, il peut y avoir des crispations musculaires, il peut y avoir des changements dans les sensations, soit des pertes de sensations dans certaines parties du corps, soit des sensations qui se modifient, il y a des sensations qui pouvaient être plaisantes avant qui ne le sont plus forcément. Et on perd un petit peu, on peut perdre un peu les repères de nos zones érogènes en fait. Euh, Ça peut aussi avoir un impact sur, j'ai marqué notamment tout ce qui est de la sphère génitale, donc il peut y avoir des troubles érectiles, il peut y avoir de la sécheresse vaginale. Tout ça un petit peu, c'est les impacts un petit peu corporels et il peut y en avoir d'autres encore, hein. Chaque parcours est différent, mais du coup voilà, ça c'est un petit peu en résumé les impacts corporels que peuvent avoir les rhumatismes. Au niveau psychologique, il peut y avoir différentes émotions avec lesquelles on va évoluer. Il peut y avoir de la peur, de la tristesse. Quand je dis la peur, ça peut aussi être une peur euh,
vis-à-vis de son intimité, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie aussi, tout simplement. Qu'est-ce que ça va représenter pour moi, tous ces changements, toutes ces adaptations. Euh, et puis, voilà, il y a un petit peu toutes ces choses-là qui peuvent être là. On peut avoir un sentiment de perte, perte d'une part de soi, perte d'une forme de fonctionnement qu'on avait avant, et un deuil du coup à faire. On peut aussi ressentir de la culpabilité par rapport à l'autre. Si par exemple notre sexualité change et que du coup celle du couple est également impactée, et ben, on peut se sentir coupable vis-à-vis de l'autre, on peut se mettre un peu une pression aussi. On peut partir dans justement des comparaisons par rapport aux autres, soit par rapport aux autres, ou même une comparaison avec comment c'était avant. Et puis, ces différents niveaux, tous ces différents impacts, justement, ça va, eux-mêmes, ils vont influencer en fait notre désir et aussi notre plaisir, notre possibilité de ressentir du plaisir. Heureusement, il n'y a pas que des impacts, il y a aussi des stratégies pour faire face justement à ces différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Euh, il peut y avoir déjà, je pense aux stratégies corporelles, aux pistes corporelles, parce que quand on pense justement à tous ces impacts corporels qu'il peut y avoir, on pense notamment aussi aux impacts des traitements qu'on peut prendre. C'est-à-dire que les différents traitements, les différents antidouleurs, les différentes choses qu'on nous prescrit, ça peut avoir un impact sur notre libido, sur notre désir, mais aussi sur les sensations. Et puis, c'est important d'en avoir conscience. Et puis, généralement, les premières pistes, enfin, disons, la première piste auquel on pense, ou disons que les médecins auxquels vont penser, ça va être, bon, est-ce qu'il y a des médicaments? Je pense notamment aux troubles de l'érection. Est-ce qu'il y a des médicaments? Oui, il y en a, avec, selon les personnes, des effets plus ou moins euh, bons, tout simplement. Euh, pour la lubrification, il peut y avoir les ovules, il peut y avoir les lubrifiants. Tout ça, un petit peu, c'est des choses qu'on peut demander à son médecin et puis qui peuvent amener un peu, qui peuvent faire office de béquille pour aider, notamment pour tout ce qui est autour de la question de la pénétration, en fait, dans la sexualité. C'est souvent ça que ça concerne, les médicaments qui sont prescrits. Mais il n'y a pas que la pénétration dans la sexualité, ça on verra aussi. Euh, pour les pistes corporelles, je pense notamment à tout ce qui est douleur, perte de mobilité. On peut explorer aussi si de la physiothérapie ou de l'ostéopathie est possible. Quand je pense aussi aux crispations musculaires, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à ce niveau-là aussi pour détendre un peu les muscles? Concernant voilà, toutes les crispations qu'on peut ressentir aussi en interne. Tout ça, c'est des choses que peut-être des physiothérapeutes, des ostéopathes peuvent nous aider euh, à relâcher un peu de tension à ce niveau-là. Euh, et puis, je mets dedans aussi les massages, c'est-à-dire les massages qui vont détendre autant les muscles que le mental. Euh, Ça, c'est des pistes qui sont vraiment à explorer pour voir se réapproprier un peu son corps. Parce qu'une des choses dont on peut avoir l'impression quand on doit vivre avec une maladie qui a un impact sur notre corps, c'est est-ce que notre corps nous appartient toujours? Est-ce qu'il appartient à la maladie? On se sent un peu désapproprié comme ça. Et c'est comment est-ce qu'on peut se réapproprier son corps. Ça peut passer aussi par l'auto-exploration. Donc, je parle aussi de masturbation. C'est vraiment en fait l'idée de redécouvrir un peu la carte érogène de notre propre corps. Elle a changé potentiellement, donc c'est redécouvrir un petit peu ces zones-là, prendre le temps de s'explorer, prendre le temps de découvrir quel nouveau toucher est possible. Parce que des fois, la manière d'être touché et de toucher va changer. Et c'est un peu se donner la possibilité de, OK, je réapprends en fait quel toucher va me plaire, je découvre peut-être quel nouveau toucher va me plaire. Et ça peut passer justement par l'auto-exploration, se donner ce temps-là. Ça peut aussi être une exploration à deux, si on se sent assez à l'aise. Il peut y avoir des petits exercices qu'on peut faire à deux, on peut faire des expériences à deux.
Euh, Si on a une bonne communication, ça peut plutôt bien aider généralement. Ensuite, on a les pistes psychologiques. Donc ça, c'est pour tout ce qui est en fait de l'ordre de l'impact émotionnel, qui a quand même une grande part généralement. Euh, et c'est un petit peu, ben, voilà, travailler peut-être sur les croyances qu'on a par rapport à la sexualité. Euh, Ce que j'entends souvent, c'est qu'on me dit, face à des difficultés, des fois, c'est la sexualité n'est plus possible. Et en fait, quand on prend le temps de décortiquer un petit peu, on voit que certaines pratiques dans la sexualité ne sont peut-être plus possibles, mais heureusement, bah, la sexualité, c'est quelque chose d'extrêmement large. Il y a un nombre de pratiques énorme, on peut faire plein de choses qui peuvent être déjà ressenties comme de la sexualité. Et on peut se décentrer un petit peu des fois de la vision qu'on peut avoir que préliminaire, pénétration, jouissance et la sexualité, c'est ça. C'est beaucoup plus large en fait. Donc ça, on peut travailler un petit peu sur ces croyances si on a certaines croyances avec lesquelles on se sent limité, en fait. On peut travailler aussi sur ses attentes. Quelles sont nos attentes dans la sexualité? Quelles sont nos attentes face à cette nouvelle sexualité? Est-ce qu'on peut avoir des choses qui émergent aussi à ce niveau-là, et qui peuvent aussi nous donner de l'espoir? Parce qu'en fait, dans la sexualité, on pense beaucoup aux difficultés, mais on pense peu aux ressources qu'on a dans celles-ci, aux ressources qui nous permettent un petit peu d'assouplir un petit peu tout ça, toutes ces difficultés, et qui nous permettent du coup d'ouvrir des nouvelles portes dans la sexualité. C'est important aussi, ben, justement, de travailler sur l'accueil de ces émotions, travailler sur qu'est-ce qu'elles veulent dire, ces émotions, quels sont les messages qu'elles nous envoient, puis comment les gérer, comment vivre avec. Travailler aussi sur l'estime de soi qui peut être touchée par ces changements-là. Également l'image du corps, hein, notre image du corps qui peut être impactée par ces changements-là. Et puis, j'ai mis les traumas dans le sens où des fois, il peut y avoir justement des traumatismes un petit peu qui ressortent, ou même des fois, l'annonce d'une maladie, ça peut être un traumatisme en soi. Donc, tout ça, un petit peu, c'est des choses qui valent la peine qu'on prenne le temps qu'on s'y intéresse, euh, parce qu'elles vont avoir justement un impact sur la sexualité. Dans les pistes psychologiques, je trouve aussi très important de mentionner le fait de s'informer, en fait. S'informer autant sur ce qu'on vit, mais sur la sexualité aussi. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler plus librement de sexualité et donc aussi d'avoir accès à beaucoup plus d'informations sur la sexualité, notamment sur la santé sexuelle, mais aussi sur tout simplement l'érotisme, l'évolution de la sexualité. Ou si vous allez dans des librairies, maintenant, généralement, vous avez un bon paquet de livres à disposition euh, pour justement explorer ces questions-là. Et on peut voir, vous pouvez un petit peu chercher, un petit peu voir ce qui vous convient. Ce qui vous parle. Et puis, je dis toujours, il ne faut pas tout prendre à la lettre. On prend un petit peu ce qui nous convient à nous et ce qui nous parle et ce qui peut nous ouvrir de nouvelles pistes. Et pour ça, c'est important vraiment d'adopter une vision individualisée et non normative. C'est-à-dire que se dire qu'est-ce qui est normal ou pas en sexualité, ou même par rapport à sa sexualité, est-ce que j'ai une sexualité normale ou pas, ça va être quelque chose qui va pas nous faire beaucoup avancer généralement. C'est plutôt de se demander mais qu'est-ce qui me convient à moi. Parce qu'il y a deux piliers pour moi dans la sexualité. C'est le consentement et les limites de la loi. Et ça, c'est un peu les deux piliers. Et à partir de là, ce qui est normal ou pas normal, ce qui est statistiquement le plus vu ou pas, c'est pas très intéressant, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous convient à nous et bien sûr aux personnes avec qui on partage notre sexualité. Mais c'est ça, en fait, qui va justement nous permettre d'ouvrir aussi un petit peu des nouvelles pistes. Et le travail sur les exceptions, c'est en fait travailler sur les moments qui se passent bien. Pas seulement sur ce qui se passe pas bien, mais aussi sur les bons moments. Sur quand on a passé un bon moment, quand on s'est senti mieux, quand on s'est senti plus à l'aise dans sa sexualité, qu'est-ce qui a aidé en fait? Quels ont été les facteurs qui ont pu aider à ça? Et pouvoir un petit peu voir comment un petit peu les peut-être reproduire ces facteurs-là, comment aussi leur donner plus de place.
l'idée vraiment en fait de toutes ces pistes psychologiques, c'est un petit peu c'est qu'on va explorer son érotisme pour notamment relancer un petit peu le désir et le plaisir. Euh, Quand je dis érotisme, je précise que je suis large. Quand je parle de fantasmatique, je suis très large, c'est-à-dire c'est vraiment tout ce qui pour vous va avoir une valeur érotique, va avoir une valeur excitante, que vous ayez envie ou pas de le faire. Mais c'est tout ce qui va nourrir un petit peu tout ça, parce que justement, on a vu aussi que les impacts différents peuvent avoir un effet aussi sur notre désir. Beaucoup de personnes parlent notamment d'une baisse du désir. Donc, comment redonner une place, comment le nourrir? On a un peu tendance à avoir parlé du désir spontané comme étant le désir, mais en réalité, il n'y a pas que ce type de désir-là, c'est un type de désir et vous avez aussi le désir qu'on va appeler plutôt provoqué ou réactif, qui est en réaction à quelque chose qu'on fait pour allumer ce désir-là, pour le nourrir, et il est complètement aussi valable qu'un désir spontané. Et enfin, dans les pistes un petit peu d'adaptation ou des aides pour adapter sa sexualité, on a tout ce qui est de l'ordre des pistes relationnelles. Donc, c'est-à-dire, en fait, avec notre partenaire, communiquer avec notre partenaire. Euh, Comment est-ce qu'on va communiquer avec notre partenaire? Qu'est-ce qu'on va communiquer aussi? Voir un petit peu quelles sont nos attentes dans la relation, mais aussi les attentes de l'autre dans notre intimité. Et puis, ben, les dynamiques relationnelles, c'est-à-dire un petit peu comment est-ce qu'on est ensemble, comment on se sent, qu'est-ce qu'on partage en fait aussi, qu'est-ce qui fait qu'on se sent à l'aise ou pas ensemble. Donc la fameuse communication, qui peut être un petit peu aussi le nerf de la guerre face aux difficultés. Euh, Quand on est en couple, j'ai mis au sein du couple, mais j'aurais pu dire aussi avec les partenaires, tout simplement. Cette communication dans la sexualité, elle est nécessaire. En fait, elle est nécessaire parce que on ne peut pas deviner ce qui se passe dans la tête de l'autre et l'autre ne peut pas deviner ce qui se passe en nous non plus. J'entends souvent une croyance qui est justement si la sexualité est bonne, elle doit se passer naturellement, sans avoir besoin d'en parler, sans avoir besoin de se poser de questions. Et ça, c'est peut-être un des grands mythes qu'on a sur la sexualité. Au contraire, la sexualité, elle demande justement de communiquer, de se parler, de partager. Euh, et puis, ben, ça peut permettre, notamment face aux pressions qu'on peut se mettre, face je disais avant, au sentiment de deuil aussi, à la culpabilité, ça peut permettre aussi de comprendre un petit peu, mais en fait, est-ce qu'en fait, j'ai vraiment des raisons de culpabilité? Est-ce que l'autre m'en veut vraiment? Est-ce que l'autre a vraiment un sentiment aussi de perte? Et puis, de pouvoir un petit peu faire descendre, en fait, cette pression-là. La communication, elle permet aussi justement de parler de ses besoins et de ses souhaits. Je fais une différence entre les deux. Les besoins, c'est vraiment ce sans quoi on ne peut pas vivre. C'est vraiment ce qui est absolument nécessaire. Et les souhaits, c'est ce qui est préférable, souhaitable, mais on peut amener des petites modulations là-dessus, on peut faire des compromis là-dessus. Et puis, ben, d'exprimer aussi ses limites. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout explorer, on peut pas tout accepter, tout accueillir. Il y a des choses avec lesquelles on doit mettre des limites. Et puis, ben, ça, c'est important de pouvoir les exprimer pour qu'elles soient respectées. Et puis, cette communication, elle peut se faire ben, sur le moment. C'est-à-dire pendant un moment intime, de pouvoir dire si ça fait mal, dire si des fois ça fait rien, c'est pas, voilà, c'est neutre, ou si qu'est-ce qui est plaisant, qu'est-ce qui est agréable. Elle peut aussi se faire avant, bien sûr, et après, où on peut un petit peu, ben voilà, dire, ben voilà, ça m'a plu, ça m'a moins plu, là c'était compliqué, là c'était moins compliqué. Avant, c'est parler de son désir aussi, dire, ah bah là, peut-être j'aurais envie, est-ce que tu as envie, est-ce qu'on a moins envie. Euh, Tout ça, ça peut être peut-être un peu, on peut se dire c'est un peu gênant, mais en réalité, une fois qu'on est lancé, c'est généralement moins gênant que ce qu'on croit, et ça permet justement de libérer et alléger un peu tous ces poids qu'on se met par rapport à l'intimité. Et puis ben, la communication avec le corps médical, des fois, elle peut être un peu plus compliquée. Euh, les médecins sont malheureusement peu formés en sexologie, euh, très très peu formés là-dessus, et certains peuvent être un peu frileux à en parler parce qu'ils peuvent avoir peur en fait de se montrer trop intrusifs. Et
ils peuvent avoir un petit peu peur d'aller sur ces sujets-là, mais c'est pas impossible. Il y en a aussi plein qui sont complètement ouverts à en parler, qui peuvent accueillir vos questions, qui peuvent accueillir vos interrogations, vos doutes. Euh, L'idée, c'est vraiment, bah, dans un monde idéal, les médecins vont tous ouvrir ou tendre une perche et puis eux ouvrir la discussion là-dessus, mais c'est pas toujours le cas parce que des fois aussi, euh, ils peuvent ne pas réaliser que ça, voilà, quelle place ça prend pour nous. Et du coup, bah, voilà, vous pouvez tout à fait vous poser les questions. Ceux qui ne se sentiront pas à l'aise avec ça vont vous rediriger vers des personnes plus à même de vous répondre. Euh, Ceux qui vous disent que c'est pas important et puis que c'est pas ça le plus important, là j'ai envie de dire changer de médecin. Parce qu'un médecin ça doit pouvoir accueillir justement toutes vos questions et vos inquiétudes. Donc si c'est diminué, c'est que peut-être ça vaut la peine de s'adresser à quelqu'un d'autre. Et puis, ben, vous pouvez aussi leur demander les effets des traitements parce que il peut y avoir des traitements, comme je dis, qu'on prend qui peuvent avoir une incidence sur la libido. Et puis, ben, ça vaut la peine de se demander est-ce que ça joue un rôle dans ce que je vis. Et puis, ben, s'il y a besoin d'un peu plus d'aide, si des fois, en fait, l'exploration ou simplement l'exploration, l'auto-exploration est compliquée, mais j'entends aussi l'exploration psychologique, hein, est compliquée, on peut aller demander l'aide de sexothérapeute. Euh, L'idée de la sexothérapie, c'est vraiment que c'est un espace sécuritaire pour parler de ses inquiétudes et poser ses questions, pour peut-être être accompagné justement dans tout ce travail sur soi, euh, et qui peut nous permettre d'avoir quelqu'un qui peut nous répondre et qui peut vraiment nous accompagner là-dedans, et qui va accueillir en fait sans jugement ben, tout ce qu'on pourrait avoir comme impression, émotion, question. Et ça peut aider dans justement cette transition. Et puis, ben, ça peut aussi aider parce qu'il y a certains blocages qui, en fait, vont apparaître par des événements de vie ou par des changements dans la vie, par exemple par une maladie, mais qui, en fait, sont liés à d'autres difficultés dans le passé, qui sont liés à l'apprentissage ou à des traumatismes passés. Et puis ça, la sexothérapie, ça peut vous aider un petit peu à comprendre justement la part de chaque facteur et puis les liens un petit peu entre eux. Et ça peut aussi ouvrir à la question de la thérapie de couple, notamment pour ce qui est d'aider à la communication, et pour tout ce que j'ai dit avant dans les aides, enfin, dans la partie relationnelle qui peut aider. C'est pas obligé non plus d'être une thérapie de couple, ça peut aussi simplement, dans une thérapie personnelle, on peut être amené à inviter une personne, enfin inviter le ou la partenaire à une ou quelques séances pour justement un peu partager un petit peu ce qu'on a évoqué en thérapie personnelle. Si des fois c'est un petit peu plus dur de le faire tout seul à la maison, ça peut aussi être une ouverture. Mais comme les événements de vie de chacun ont aussi un impact sur le couple, ben voilà, ça peut aussi ouvrir à une thérapie de couple. Et puis, ben, avant de parler un petit peu de ces propositions de lecture, je voulais vraiment donner un petit peu quelques messages généraux. C'est vraiment que déjà, il n'y a pas d'âge en fait pour découvrir ou redécouvrir sa sexualité. Je vois souvent des gens qui disent, je suis passée à côté de quelque chose, ça j'aurais dû le savoir depuis longtemps, j'aurais dû le faire, je suis adulte, je suis plus adolescent, donc je suis passée à côté de la découverte de mon corps, de moi, de mon érotisme. Pas du tout. Il y a vraiment pas d'âge. Des fois, j'ai des patients et des patientes qui viennent à 60, 70 ans, et puis bah, parce qu'avant, c'était pas le moment pour eux, et maintenant, c'est le moment pour eux. Donc, il n'y a vraiment pas de mauvais moment ni de mauvais âge pour découvrir ou pour redécouvrir sa sexualité et son érotisme. Et puis, je redis un petit peu la question hein, que la normalité, au final, on s'en fiche. C'est juste quelque chose, la question de la normalité, ça va être plus quelque chose qui va nous stresser et qui va nous mettre une pression euh, plutôt que de nous aider là-dedans. Et enfin, j'aimerais un petit peu donner un peu un message, peut-être un petit peu d'espoir à ce niveau-là, c'est que justement, quand on ouvre un petit peu et quand on allège un petit peu toutes ces questions-là, on va pouvoir découvrir que la sexualité, ça s'adapte à tout.
Euh, si on peut se montrer ouvert à l'idée qu'elle va changer, qu'elle va évoluer, qu'elle va se transformer, en fait, notre sexualité, elle peut vraiment s'adapter à tout. Et on peut toujours trouver des nouvelles pistes et des nouvelles formes de plaisir, en fait, dans toutes les configurations qui soient. J'aime bien rappeler pour ça l'exemple du film Intouchable, où il y a une scène où le personnage qui est handicapé moteur et qui ne peut plus ressentir justement aussi les sensations explique que voilà, sa zone érogène favorite désormais, c'est les lobes d'oreille et qu'il peut éprouver du plaisir par là. Je trouve que c'est un merveilleux exemple de dire que même dans ce cas-là, on peut aussi éprouver du plaisir et redécouvrir des nouvelles parts de soi. Donc voilà un petit peu les messages avec lesquels j'espère que vous pouvez repartir. Et puis, quelques mots justement sur ces propositions de lecture. J'en ai mis quelques-unes que je recommande volontiers, mais il y en a encore plein d'autres, hein. Comme je dis, si vous allez dans les librairies, vous allez trouver plein de choses. Vous allez trouver des cahiers d'exercices, vous allez trouver des jeux aussi. Donc vraiment, osez aller chercher de l'inspiration parce que il faut pas avoir honte de se dire j'ai pas d'idée. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où aller, j'ai pas d'idée. C'est pas grave, il y a plein de sources de, de- un petit peu de créative comme ça qui existent pour soi, plein de sources d'inspiration, et puis il faut pas avoir peur d'aller piocher dedans. Un des livres que je propose assez facilement, notamment, c'est celui de Jouissance Club, une cartographie du plaisir, qui s'intéresse justement, qui a toute une partie sur la sexualité et une partie avec des schémas et des propositions en fait de caresses et de pratiques érotiques qui n'incluent pas la pénétration, mais qui s'intéressent aussi aux zones génitales. Pour tout ce qui est des questions justement autour du désir qui peut être changeant, autour de la libido qui peut évoluer, il y a le livre S'explorer le désir de la série des livres S'explorer qui sont sur différents thèmes aussi, parce que vous en avez aussi par exemple, je ne l'ai pas mis, mais il y en a un sur le terme, le titre exact qui m'échappe, mais je crois que c'est S'explorer la sexualité sans douleur. Donc voilà, il y a des thèmes aussi assez précis. Euh, et puis voilà, après, c'est d'autres exemples de livres comme Le traité des caresses, Au-delà de la pénétration, qui est plutôt un livre qui est comme peut-être plutôt un essai sociologique qui justement questionne un petit peu la place de la pénétration dans notre sexualité. Et puis, différents livres un petit peu avec aussi des exercices comme le guide de la masturbation, les routines sexualité. Et voilà, un petit peu, je vous ai mis un petit peu différents exemples. Vraiment, osez aller regarder. Et dans les librairies, n'hésitez pas à feuilleter un petit peu les livres et voir ceux qui vont vous parler ou ceux qui vont ne pas vous parler. Et puis, c'est OK, comme je dis, il n'y a pas de problème à ce qu'on on peut pas tout lire, on peut pas tout voir, on peut pas tout faire. Mais il y a de tout pour tout le monde. Voilà. Et du coup, voilà, maintenant j'ai un peu de temps pour s'il y a des questions ou des remarques. Merci beaucoup, Amandine. Je crois que tu nous as déjà donné beaucoup de pistes. Néanmoins, j'aimerais peut-être revenir sur un ou deux thèmes, te poser une ou deux questions qui nous ont été posées par nos auditeurs, notamment le thème de la communication. Tu nous as bien dit que c'était extrêmement important à tout moment. On a une question d'une personne qui nous dit, je suis timide à ce sujet et ne sais souvent pas comment aborder ou l'aborder avec mon partenaire. Comment entamer une conversation? Est-ce que tu peux me donner quelques pistes très concrètes Mhm. comment entamer une conversation? Alors déjà, peut-être trouver le moment qui va nous convenir, parce que des fois, on peut se dire, je sais, je suis timide, mais parce qu'en fait, il faut réfléchir aussi, mais quand va être le bon moment pour en parler? Peut-être pas à table avec les enfants, par exemple. Du coup, trouver un moment où on se sent un petit peu plus à l'aise. Et puis, pour entamer cette conversation, il y a plusieurs biais. Oui, bien sûr, on peut dire de manière frontale, dire, voilà, est-ce que j'aurais besoin qu'on me parle de notre intimité? On peut utiliser des mots aussi. Chacun a son langage. Moi, j'ai parlé de sexualité, d'autres personnes préfèrent parler d'intimité, par exemple. Chacun a son langage pour parler de ça. Et puis de pouvoir dire, voilà, pouvoir aussi peut-être témoigner à l'autre, dire, ça me gêne un peu de t'en parler, mais je crois qu'il faudrait qu'on en parle.
Euh, Ça peut permettre aussi un petit peu comme ça de faire baisser la pression. Et puis, pourquoi pas aussi, peut-être des fois, laisser un petit mot, hein. Il y a des personnes qui aiment bien faire comme ça, par message. Il y a des personnes qui ont commencé, par exemple, des discussions par message, que ce soit des messages SMS ou autres, ou se laisser un petit message. Ça peut être une manière ensuite. Et puis, pourquoi pas aussi partager une lecture, dire, ah ben, j'ai lu ça, et puis ça m'intéresserait peut-être que tu regardes aussi, j'ai peut-être des trucs intéressants à te montrer dedans. Euh, et puis bah aussi, ça peut être des fois, je disais, je parlais aussi une fois des séries, des films qu'on regarde. Qui peuvent ouvrir des discussions. Des fois, il y a des scènes qui peuvent nous marquer, aussi en lien avec les relations intimes. Puis peut-être ça peut ouvrir une discussion. Dire, ah, tu te souviens cette scène, ce moment? Bah, en fait, ça m'a fait penser à un truc. Donc voilà, tout ça, ça peut être un petit peu des pistes pour ouvrir. Et si vraiment c'est extrêmement compliqué, eh ben, typiquement, aller faire des séances, en fait, chez des professionnels, ça peut permettre d'ouvrir cette discussion parce que vous allez avoir une personne tierce euh, qui va poser les questions, qui va venir vous chercher un petit peu dans cette communication-là avec bienveillance, on espère, mais qui va peut-être aider à faire un petit peu ces ponts, ces liens et à ouvrir un peu la communication là-dessus. Mhm. Parce que justement, ça, c'était une autre question. Qu'est-ce qu'on peut exactement se représenter sous une thérapie? Et en fait, ça, c'est un aspect de la question. Et l'autre aspect, ce serait de dire comment est-ce que les gens arrivent, par exemple, chez toi, dans ton cabinet? Par quel biais est-ce Mhm. ils s'inscrivent ou pas? Comment est-ce qu'ils arrivent dans ta consultation? Et comment est-ce que ça se passe très concrètement dans une Mhm. consultation comme ça? Alors, comment ils arrivent? Il y a vraiment différents biais. Il y a soit leur médecin, en fait, soit ils ont parlé de leurs difficultés ou ils ont dit simplement, j'ai des difficultés au niveau de l'intimité, de la sexualité, j'aimerais en parler. Est-ce que vous avez des adresses? Donc voilà, les médecins ont généralement des adresses. euh, ou les autres professionnels hein, aussi, hein, ostéopathes ou autres peuvent avoir des adresses. Euh, ou sinon, il y a Internet en fait. Beaucoup de gens arrivent en tapant sur Internet sexologue, Neuchâtel, sexologue Morges. Et maintenant, en fait, beaucoup de professionnels ont un site Internet où ils se présentent et où ils présentent leur manière de travailler, ce qui peut déjà en fait vous donner des pistes sur est-ce que cette personne va me convenir ou pas. Parce que bien entendu, il y a pléthore de thérapeutes et puis il y a aussi différents styles thérapeutiques. On a tous bien sûr notre formation, mais on s'est aussi spécialisé dans différents aspects, spécialisé dans différents styles thérapeutiques qui vont plus ou moins parler à certaines personnes et pas à d'autres. Et puis, bah, on met aussi un peu, bien sûr, notre personnalité. Puis, des fois, bah, ça arrive que ça accroche pas avec une personne, puis c'est OK. Si ça n'a pas marché avec une thérapeute, il y en a d'autres. Heureusement, il y a le choix. Et c'est possible de trouver quelqu'un qui nous convienne mieux. Euh, donc, voilà. Et puis, ben, par rapport à comment se passe la thérapie, alors pour ma part, parce que comme j'ai dit, il y a plusieurs styles thérapeutiques possibles, mais pour ma part, je vais d'abord commencer à réfléchir avec la personne à quels sont ses objectifs en fait par rapport à la thérapie, quelles sont ses attentes, qu'est-ce que la personne espère voir évoluer dans sa vie. Euh, Qu'est-ce qu'elle aimerait peut-être bouger ou quelles questions elle a. Des fois, c'est des questions simplement. Euh, et puis, ben, ça, c'est ce qui va un peu nous diriger comme ça dans la thérapie. Et pour aller un peu dans cette direction de ses objectifs, on va en fait explorer ensemble différents aspects de son intimité. Euh, j'ai parlé des aspects physiques, psychologiques, émotionnels. Il y a les aspects historiques aussi, les aspects sociaux, la culture, ça a un impact aussi, hein. Les relations familiales, de couple, autres. Euh, et c'est un petit peu, c'est comme si, je dis toujours, c'est comme si en fait on a une grande fresque de notre sexualité, et puis ben on va essayer d'avoir comme ça un petit peu un regard où on se met un peu plus loin, puis on regarde un petit peu en général, mais on va aussi s'approcher, puis aller se concentrer sur différentes parties de cette fresque pour aller observer les petits détails, et puis voir si ces petits détails nous permettent d'ouvrir des pistes, en fait. Et puis, ben, c'est vraiment, je le vois vraiment comme un accompagnement. C'est pas des solutions toutes faites. Il n'y a pas une baguette magique ou la marche à suivre pour qu'est-ce que c'est une bonne sexualité. Si ça existait, je pense que les sexologues n'auraient plus de travail, tout simplement. Il y aurait un livre dessus, puis il n'y aurait plus de sexothérapeute. Non, vraiment, c'est l'idée, un accompagnement individualisé. C'est vraiment ça. C'est vous accompagner pour relancer un petit peu aussi les processus
créatif de solutions et dans l'idée que qu'est-ce qui va vous convenir à vous. Mhm. Et juste pour rester sur ce thème, si quelqu'un entame une thérapie individuelle, est-ce qu'il y a un moment euh, clé où, par exemple, ça devient une thérapie de couple ou est-ce que ça reste toujours une thérapie individuelle? Bon, j'imagine que ça évolue de manière individuelle, mais Alors, peut-être. les thérapies de couple peuvent se transformer en thérapie individuelle, c'est-à-dire que votre Mhm. thérapeute de couple peut devenir thérapeute individuel d'une des personnes. Mhm. Par contre, l'inverse, c'est pas possible. On peut pas transformer une thérapie individuelle en thérapie de couple parce qu'en fait, on a fait en fait un lien avec le thérapeute et ça peut être compliqué ensuite de devenir thérapeute de couple parce qu'il y a un Mhm. déséquilibre qui est installé. Quand je disais qu'on peut inviter la personne à des séances, enfin le ou la partenaire à des séances, c'est vraiment, ça reste une thérapie personnelle, mais l'autre est invité pour justement peut-être apporter quelque chose et puis aussi pour lui transmettre quelque chose qui ressort en thérapie individuelle. Euh, et puis, mais c'est toujours possible aussi de faire des thérapies individuelles et des thérapies de couple en parallèle. Pas avec les Mhm. mêmes thérapeutes, mais ça arrive même assez fréquemment que dans les thérapies de couple, il y a un ou les deux membres du couple qui sont en thérapie individuelle, Mhm. chacun de leur Mhm. côté. Mhm. C'est tout à fait possible. Merci beaucoup pour ces réponses. Peut-être encore une dernière question, euh, qui est plus liée en fait au rhumatisme ou aux douleurs. La personne nous demande: les douleurs freinent mon intimité. Y a-t-il des choses qui favorisent le désir tout en faisant passer mes douleurs au second plan? Donc, vraiment l'idée de, ouais, de plus ressentir les douleurs, mais de se... Alors, il y aura effectivement la question de, dans la vie en général aussi, qu'est-ce qui aide à ne plus ressentir ces douleurs? Est-ce que, par exemple, ça a été la prise de certains antidouleurs, de certains médicaments? Qu'est-ce qui aide à ce niveau-là? Et là, par rapport à la sexualité, ça va être vraiment, comme je disais, l'exploration. Peut-être explorer certains mouvements, quels sont les mouvements qui vont nous faire mal ou pas, quels sont les mouvements qui sont OK, qui font pas mal, quels sont les mouvements qui sont plaisants aussi, et quelles sont les caresses, les touchés, les types de touchés. Vous pouvez tout à fait vraiment un petit peu reparcourir le corps et peut-être aussi demander à l'autre de parcourir votre corps comme s'il découvrait votre corps avec différentes pressions, différents touchés, différentes manières et un petit peu dire et voir qu'est-ce qui convient pas, qu'est-ce qui est plaisant, qu'est-ce qui est déplaisant. Euh, et puis, ben voilà, oser redécouvrir ces terrains-là. Euh, des fois, la peur de la douleur, ça peut être déjà un blocage en soi. C'est-à-dire on a peur d'avoir mal, donc on n'ose pas. Et c'est pour ça que je parle de la masturbation et de l'auto-exploration, parce que c'est vraiment un premier pas important, parce qu'en fait, nous, on est dans notre tête et dans notre ressenti, donc on peut tout de suite arrêter si ça nous plaît pas, si ça nous fait mal. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose où on est en sécurité, en fait. Et c'est vraiment de prendre le temps de se redécouvrir, prendre le temps d'explorer différentes manières de se toucher pour voir qu'est-ce qui va nous plaire ou ne pas nous plaire et qu'est-ce qui va être douloureux ou pas. Voir aussi si ça a un impact selon peut-être le moment de la journée. Les douleurs, elles peuvent évoluer selon le moment de la journée aussi, selon la météo, selon le lieu où on est. Enfin, tout ça, c'est des choses qui peuvent avoir aussi un impact selon pour les femmes aussi, selon le cycle hormonal. Ça a aussi un impact. Donc, du coup, ça, c'est des choses à redécouvrir. Une question par exemple par rapport à la prise de médicaments, c'est quelque chose que vous discutez aussi en séance, en consultation? Est-ce qu'il faut prendre des médicaments antidouleurs, par exemple, à un moment spécifique ou pas? Alors, ça, c'est des choses où moi, je suis pas médecin. Donc, par contre, je prescris Mhm. pas de médicaments. Mhm. Donc, j'encourage toujours pour tout ce qui est de l'ordre de la prise de médicaments, de vraiment vérifier avec le médecin qu'est-ce qui est possible ou à éviter. Et puis ensuite, à partir de là, quand le médecin a donné les guidelines, un peu les limites, peut-être ça peut être aussi effectivement discuté, exploré. Euh, et on peut revenir dessus avec le thérapeute pour vraiment en prendre conscience aussi, effectivement, et voir qu'est-ce qui peut aider ou pas. Sachant que, Mhm. comme je dis, c'est toujours la balance entre les médicaments qui vont en avoir un effet sur le désir et ceux qui vont avoir un effet sur les douleurs. Et c'est vrai que
dans les différentes maladies, puis avec les différents traitements, on voit beaucoup hein, cette question du désir qui est diminué et que vraiment ça va demander un effort conscient, une volonté consciente de nourrir ce désir-là. C'est pas forcément un mauvais effort, c'est pas forcément euh, un mal, c'est pas une tâche horrible à faire, mais par contre, c'est vrai que ça demande de s'y intéresser puis d'aller renourrir un petit peu ce désir. Et ça, c'est vraiment très large, c'est vraiment d'explorer. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément exploré qu'est-ce qui nourrit leur érotisme, parce que peut-être c'était assez spontané. Il y en a d'autres qui peuvent être assez au clair et dire, bah, je sais que certains types de lecture, certaines images, certains sons, odeurs, euh, gestes, certaines discussions aussi certaines personnalités peuvent nourrir le désir, certains films, certains... Voilà. Tout est très ouvert. Et ça vaut vraiment la peine de réinvestir ça et puis d'aller découvrir qu'est-ce qui nous plaît et puis qu'est-ce qui va un petit peu nous émoustiller comme ça. Et puis de mettre Merci du coup beaucoup. l'accent dessus et de donner de la place à ça. Parce que peut-être que des fois, je fais un peu le parallèle aussi avec les couples qui ont des enfants et qui disent on est passé d'une sexualité de couple où c'était peut-être plus simple, où il y avait moins des questions d'horaire, il y avait moins de choses à réfléchir. Maintenant qu'il y a des enfants, on doit réfléchir, c'est moins spontané. Oui, effectivement, ça veut dire que vous devez faire quelque chose pour donner de la place à votre sexualité, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en est pas tout aussi intéressante. Merci beaucoup. Je pense que tu nous as vraiment donné un bel aperçu. Ce que je retiens, ce qu'on peut retenir pour les personnes aussi atteintes de maladies rhumatismales et de douleurs, c'est qu'il n'y a pas de normes, qu'il n'y a pas d'âge, c'est que la communication est extrêmement importante et c'est qu'il faut vraiment essayer de trouver, de définir pour soi, mais aussi ou avec ses partenaires, comme tu l'as dit, ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait plaisir aussi. Est-ce que ça, Oui, ce serait un bon mot de la fin pour toi aussi? tout à fait. Et d'oser aller à la rencontre de ses ressources, je dirais aussi. Mhm. De s'intéresser aussi à ses ressources, parce on en a tous des ressources. Ça, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Amandine. Merci à tous ceux qui ont participé, à toutes les questions qui nous ont été posées. Et vous pouvez retrouver le webinaire sur notre site Internet à partir de demain ou en tout cas rapidement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.